Salut Pascal, Salut Younes, comment vas-tu? ça va bien et toi? Ouais, plaisir de te retrouver. Pareil, pareil, t'as mis une belle chemise aujourd'hui, ça C'est annonce Noël, les festivités. bientôt. Je suis en mère Noël. T'as déjà fait les cadeaux? C'est bon? Pas évoquer le sujet de manière publique, Younes, c'est trop tôt. Alors ce matin, on va parler de la fin des smartphones. Ouais. Donc il y a Apple, il y a Meta, il y a Mark Zuckerberg qui est en train de prédire justement la fin des smartphones, comme quoi Mhm. ça serait fini. On va en discuter. On va voir un peu si c'est vrai ou si c'est un petit peu du biais. Tu veux démarrer là-dessus? Allez, on y va. Ben, peut-être on peut juste commenter l'article qui nous a mis ce sujet en tête. C'est qu'en fait, Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook, euh, a investi des milliards, des sommes considérables dans la réalité virtuelle. Et puis, un des produits qu'ils ont co-développé, parce qu'aujourd'hui, ils font pas de hardware, hein, ils font que des plateformes, enfin des logiciels, des plateformes de réseaux sociaux. Un des produits qu'il a développé, ce sont des lunettes. C'est un accord avec Ray-Ban qu'il a fait, qui contiennent une caméra, un petit ordinateur, etc., etc. Et en fait, dans cet article, il explique que le smartphone est fini et puis que ça, sous-entendu, ça va être remplacé par une paire de lunettes. Alors, je pense que la mort du smartphone l'annonce de la mort du smartphone est très prématurée. J'y crois pas une seconde. D'ailleurs, pour les auditeurs, imaginez que votre smartphone il tombe dans le lac demain matin. Vous allez aller en chercher un dans l'heure qui suit parce que vous pourrez plus interagir avec votre banque, vous pourrez plus être en contact avec votre tribu, votre famille. À l'évidence, un smartphone, c'est complètement indispensable. Donc, en fait, il n'est pas du tout mort. C'est le téléphone qu'on a dans la poche et en déplacement. Et il n'y a rien pour le moment qui le remplace, à mon avis. Donc, je pense que l'annonce est très, très prématurée. Donc on pourrait dire en fait qu'il est en train de pousser ses idéaux, en fait, pousser ses produits, vu que lui, Mhm. il a pas de device, il a pas de Ouais. smartphone, il a rien, et qu'il essaie de justement de dicter sa philosophie. Parce que je trouve que c'est une annonce qui est quand même monstre. On voit, enfin, on en parle souvent de tout ce qui est Apple Watch, etc. Et que même ça, enfin, t'en as beaucoup. Je crois que c'est quoi, 140 millions de montres qui se sont vendues dans le monde l'année passée. C'est ce que tu disais, Ouais, quelque chose, c'est l'ordre de grandeur, je crois, 160 un truc millions. comme ça, et que même par rapport au smartphone, ça s'en vend beaucoup moins. Et il y a Apple qui a essayé de lancer l'Apple Vision Pro et ça a très peu marché. Je crois que c'est le truc, il est à 3000 ou 4000 balles et ça Mhm. marche pas forcément. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est vraiment très tôt parce qu'ils pensent que pour 2030, ça sera adopté par la masse, ou est-ce qu'on est trop en avance, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'ils veulent pousser et que ça intéresse pas? Bah, disons, il faut toujours faire attention, en fait, quand quelqu'un donne une interview comme ça, en fait, il faut examiner son intérêt à lui, hein. Aujourd'hui, Facebook, ils font pas de hardware, ils aimeraient bien se mettre dans des lunettes. Donc, comme on avait évoqué avec Apple, les lunettes, c'est l'endroit pour l'ordinateur pour squatter ta tête, enfin, ton nez ou tes yeux. Donc, ça permet d'intégrer un écran, ça permet d'intégrer un micro, etc. C'est un endroit du corps qui est extrêmement puissant. Ceci dit, il faut quand même se souvenir, les chiffres ont la tête dure, hein. Il s'est vendu l'année passée à environ 1,1 milliard de smartphones dans le monde. Il y a 8 milliards d'habitants, c'est quand même assez énorme comme marché. Puis un marché où il se vend, aller hors de grandeur, 1 milliard de smartphones en une année, il va pas passer à 100 millions en 6 mois. Ça, c'est sûr et certain. Parce que les habitudes ont la peau dure, et puis que je crois pas non plus que euh, demain matin, toi et moi, on porte des lunettes. Donc le jour où Meta sort une paire de lunettes ordinateur de ouf, de dingue, c'est la matrice, on s'en achète une et c'est bonnard. Ben, on porte déjà des lunettes. Mais quand tu n'en portes pas, je suis pas certain qu'on atteindrait des chiffres tels que le smartphone, parce que le smartphone, t'as pas besoin, tu peux le mettre dans une poche, dans un sac, tu peux le poser sur une table, tu peux regarder un film, etc. Donc c'est quand même un form factor, un facteur de forme qui est très pratique.
Et je crois, moi, ce que je lis en fait dans l'article de Zuckerberg sont principalement deux choses. La première, c'est qu'en fait, évidemment, il place son produit futur. Il dit que il essaye d'associer l'ordinateur lunette avec Meta. Ok, il essaye de placer sa marque. Et Ray-Ban, c'est malin. Il a raison. Puis l'autre chose qu'il fait, j'imagine, hein, je conjecture, mais je peux m'imaginer que quand tu es à la tête de Facebook, tu es milliardaire, en fait, tu te compares un petit peu à ces autres entrepreneurs milliardaires. Et comme lui, en fait, il fait pas de smartphone, c'est hyper agréable d'annoncer la mort du smartphone. C'est une espèce de pied de nez à des entrepreneurs perçus comme étant des concurrents. Peut-être qu'il fait ça pour les enquiquiner un peu. Ouais, et puis ça vient peut-être un peu baquer sa stratégie parce il avait annoncé, enfin, ils avaient tout rebrandé Facebook en Mhm. Meta pour Ouais, Metaverse et il ouais, a investi 40 milliards et puis c'est un gros flop. ouais. Alors, c'est un big flop, mais d'un autre côté, il a retourné la situation en fait parce que ça fait longtemps qu'ils investissent dans l'IA. Il a quand même Yann LeCun qui s'occupe de l'IA chez Meta. C'est quand même là, je dois dire l'engagement qu'ils ont pris auprès de la communauté open source pour fournir des modèles open source, il est quand même très costaud. Donc en fait, il a totalement réussi à retourner le truc, mais c'est vrai que Pas dans le cette espèce. Metaverse, mais dans l'IA. Non, non, pas dans le métaverse, mais c'est l'immense avantage, en fait. Ça, en Europe, c'est pas qu'on est des petits sirops, mais on réfléchit à petite échelle. Nous, on est là, on est un peu risk adverse. On se dit, mon Dieu, il faut que chaque franc investi ait un retour quasi immédiat. Là, en fait, il en a rien à secouer parce qu'il y a des milliards qui rentrent tous les mois. Donc, en fait, ils peuvent se permettre d'en investir de trop sans que ça paye forcément. Et si on regarde ce qui est en train d'arriver à l'industrie automobile européenne qui a sous-investi dans les véhicules électriques, ben, c'est tout d'un coup Zuckerberg, il a l'air moins ridicule. D'autre part, euh, si tu veux, aujourd'hui, le qu'en dira-t-on, c'est qu'en fait, la VR, donc la réalité virtuelle, ces espaces digitaux, imaginaires, etc., c'est considéré comme étant complètement has-been et sans avenir. Je suis pas si sûr, en fait. Hein. Tout l'investissement qu'ils ont fait, ils l'ont pas perdu. Ils ont certainement développé une immense compétence, de l'IP, etc., etc. Et parfois, tu lances un projet technologique, c'est simplement trop tôt, d'accord? Et puis, t'as pas encore les outils, l'IA au bon niveau, la technologie hardware qui est bonne, etc., etc., pour faire vivre ce rêve. Mais ça veut pas dire que ce sera pas le cas dans 3, 5, 10 ou 15 ans. Et là, en fait, l'investissement, il aura soudain peut-être l'air beaucoup moins ridicule. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, à l'échelle de Meta, c'est un risque que tu peux prendre. La preuve, c'est qu'en fait, la valeur en bourse de Meta, elle est quand même stratosphérique et qu'ils ont réussi à pivoter sur l'IA et que ça les a empêchés de rien. C'est pas qu'ils sont à genoux parce qu'ils se sont trompés d'investissement. Et c'est 135 milliards de chiffre d'affaires en 2023, c'est énorme. Ben, c'est pas mal, quoi, tu vois. Et j'aime bien ce que tu dis. C'est peut-être là, nous, avec ce qu'on veut mettre en avant, en fait, c'est cette différence entre le mindset et la culture aux Mhm. États-Unis et culture européenne, où si tu avais un patron de boîte qui avait perdu sur du court terme à 40 Mhm. milliards, il se serait fait assassiner, licencier et tout. Alors qu'aux États-Unis, bah voilà, on teste et puis ça marche pas, bah Ouais. on pivote et puis on développe quelque chose d'autre. Et puis, comme tu dis, alors leur Llama 3.2 a l'air de bien marcher. Ils sont en open source et puis Mhm. leur LLM. Donc, il y a ce mindset qu'on devrait changer en Europe aussi Ouais. pour être moins Et puis, critique. peut-être une autre remarque qu'on peut faire aussi, c'est qu'en fait, quand Zuckerberg dit le smartphone est fini, je peux m'imaginer, on va faire l'hypothèse généreuse qu'il est tout à fait sincère et qu'il dit pas ça pour enquiquiner Tim Cook ou Huawei. Mais si c'est le cas, je pense aussi qu'une chose qu'on peut interpréter, c'est qu'en fait, du point de vue, parce qu'il y a entreprises américaines, européennes, et puis il y a entreprises tech californiennes. C'est encore une sous-catégorie. Hein. Euh, les entreprises tech californiennes, santé. Pardon. Pas de souci. Les entreprises tech californiennes, en fait, si quelque chose n'est pas en train de se réinventer de manière disruptive, ils pensent qu'en fait, c'est fini. Mais du point de vue du business, c'est pas du tout fini. Pour rappel, il s'est vendu 1,1 milliard de smartphones l'année passée dans le monde. Donc, un marché avec 1,1 milliard de devices, c'est pas
c'est pas juste un truc qui est fini. Ça a une immense utilité pour la plupart des êtres humains. Que il faut bien croire que ça va demeurer. Simplement, le smartphone, c'est vrai, vous l'avez certainement tous constaté, ça fait quand même quelques années que votre smartphone, c'est toujours un peu le même. Je veux dire, voilà, tu prends le prochain smartphone, c'est quand même grosso modo le même que le précédent, il n'y a pas une immense différence. On est dans de l'innovation incrémentale, dans du raffinement, dans quelque chose dans la politique des petits pas. Et du point de vue d'un patron comme Mark Zuckerberg, qui est dans l'innovation disruptive avec la réalité virtuelle, un ordinateur sur ton nez avec des Ray-Ban, la réinvention complète du monde, l'invention des réseaux sociaux, ben, le smartphone, c'est simplement un domaine qui est un peu inintéressant, comme la fabrication de poutres en acier, quoi. J'exagère, mais tu vois, de son point de vue à lui, c'est pas sexy, c'est pas excitant, c'est pas dynamique. Est-ce que tu penses justement c'est parce que l'utilisation du smartphone, en fait, il y a pas grand-chose qui se passe maintenant que, bon, avec tous les LLM, ChatGPT, l'intelligence artificielle, bah, là, peut-être on va pouvoir dépasser un peu les limites de nouvelles choses. Mais en soi, le smartphone, il est bien parce que tu as des gens qui ont développé des applications, tu as les banques qui, tu vois, comme Ouais. tu disais, tu pouvais payer et tout. Mais l'innovation, elle va pas forcément venir d'Apple ou de Samsung. C'est surtout comment on va l'utiliser. Qu'est-ce que tu en penses de Alors, ça? complètement d'accord. Je pense pas du tout, en fait, que l'IA, ça va réinventer le smartphone comme plateforme hardware. Par contre, là où je vois, en fait, une plus-value possible importante pour l'IA, c'est pour les lunettes de Meta, les Ray-Ban digitales ou les AirPods Pro d'Apple. Si vous voyez en fait ces lunettes Ray-Ban digitales de Meta ou les AirPods Pro ou d'autres appareils auditifs comme un ordinateur, le fait en fait qu'il y ait un ordinateur, par exemple dans les AirPods, et puis que dedans tu aies un LLM qui puisse comprendre ce que tu dis, ça peut éventuellement remplacer le besoin de taper avec ton doigt. La grande force du smartphone, en fait, c'est une plateforme qui est extrêmement adaptable. Il y a des études qui ont montré que les gens qui utilisent beaucoup les smartphones, ils ont les pouces qui deviennent plus habiles et plus agiles, qui se déplacent plus vite. Donc, les gens utilisent tellement les smartphones qu'en fait, ça change en fait la manière dont les pouces se mobilisent. Du coup, si tu as un LLM dans tes AirPods, peut-être qu'en fait, tu pourras t'adresser à cet ordinateur en parlant parce qu'il y a un micro. Euh, je, je redonne cet exemple. Si on imagine qu'il y a un petit ordinateur parce que les ordinateurs, ils diminuent en taille avec les années, et le besoin en consommation d'énergie diminue. Donc, imaginons que tu as un Mac dans les oreilles dans 5 ans. D'accord? Un Mac M4, boum, il est dans ton oreille. Tu as un petit micro qui écoute tout le temps ce que tu dis. Et puis, en fait, quand tu discutes avec quelqu'un, puis tu te dis, tiens, c'est intéressant, je me demande combien de smartphones se sont vendus l'année passée. Boum, il fait une recherche et puis il te le dit. Puis du coup, tu auras peut-être plus besoin d'un clavier, donc tu n'as plus besoin de rentrer ça avec tes doigts. Ce que les oreilles vont pas, comme plateforme pour ordinateur, vont pas remplacer, c'est l'écran. Donc, pour regarder un film ou je sais pas, une vidéo TikTok, il faut la voir en fait. Et ça c'est plutôt les lunettes. Mais je pense que ce seront des usages complémentaires et puis qu'il va s'écouler pas mal d'eau sous les ponts avant que le form factor du smartphone soit remplacé. Et tu vois, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que, comme tu dis, bah, ils ont fait tout ce développement méta et tout, avec tout ce qui est virtuel, VR et tout. Mais tu as Mhm. aussi Google Glass à l'époque qui avait lancé et que ça n'avait pas du tout marché. Donc la technologie, elle n'est Ouais. pas non plus nouvelle, tu vois. Alors que Ouais. Zuckerberg, il est en train de nous dire, oui, enfin, tu as, des choses qui changent, mais le fait d'utiliser des lunettes, c'est pas quelque chose de révolutionnaire. Google Glass, je sais pas quand est-ce qu'ils l'ont fait, mais ça doit faire genre peut-être une dizaine d'années, non? Un truc comme ça. Ouais, ça fait une paye, mais un des trucs fondamentaux dans l'innovation, Ouais, c'était en et en fait, 2014. Ouais, ça fait 10 voilà, ans. donc tu vois, ça fait 10 ans, ouais, ton instinct était juste, mais un des trucs fondamentaux dans l'innovation, c'est le timing, c'est à quel moment tu lances quelle innovation. Imagine, je te donne un exemple concret qui est pas dans les smartphones, mais imagine qu'il y a 3 ans, tu lèves des fonds pour écrire un software dans le B2B. Pour aider en fait les équipes de support technique pour les clients avec un arbre décisionnel,
et puis pour coacher les équipes qui répondent au téléphone. Donc, tu fais tout un truc, tout un investissement, tout un développement technologique. Puis tout d'un coup, tu as ChatGPT qui se pointe, puis en fait, ce business, il a disparu. Donc, toi, tu voulais vendre un produit à des équipes qui comptent des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de gens partout sur la planète. Imagine le support technique pour Salesforce. C'est des gens de Ouais. partout, en fait. C'est H24, partout sur la planète, etc. Donc, c'est milliers de gens. Et puis tout d'un coup, tu as ChatGPT avec lequel tu peux causer, que tu vas nourrir avec toute la documentation du software, qui est même capable en fait d'utiliser tout seul le software pour en fait débugger le client. Je veux dire, tu as fait un monstre investissement dans un logiciel, puis tout d'un coup, il y a un mec qui vient en Californie, puis qui entraîne un LLM, et puis bam, ça te plombe ton business. La même chose pour Chegg, cette entreprise qui faisait un système de e-learning cours en ligne. Bah, ils ont perdu 99% de leur valeur en bourse parce que les utilisateurs ils prennent un abonnement à ChatGPT parce que c'était mieux. Donc en fait, la réalité du business et de la technologie, c'est que comme c'est quelque chose qui évolue, il faut pas uniquement avoir une vision qui est juste, mais il faut pouvoir incarner cette vision. Ça veut dire commencer une entreprise au bon moment. Il faut avoir de la chance en fait. Et Google Glass, c'était dans ses projets de diversification de Google, où c'est Moonshot, là, où ils voulaient faire des choses incroyables. Donc, ils se sont dit, OK, on va réinventer le computing. Puis tu parles à des experts, ils te disent, oui, 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 à terme, on aura des lunettes avec un espèce de micro-machin qui nous projectera la chose. Enfin, tu vois. Et puis tu essayes, tu es obligé de faire un proto, ça coûte des blindes, tu vas à perte, etc. Tu te rends compte que voilà, il n'y a pas d'application, pas de marché, puis c'est trop tôt. Bah, c'est la vie, c'est comme ça. Si on pouvait toujours prédire quel est le bon moment, personne ne se tromperait jamais. Hein. Ouais, j'aime bien ce que tu dis. En plus, ça me rappelle un article que j'avais lu de Andreessen Horowitz, donc le fonds de Capital Mhm. Risk, qui disait que c'était la fin de Salesforce, un peu Ouais, pour mettre la pression et tout, et que justement avec les agents IA, bah, ils risquaient de mettre la clé sous la porte. Mais enfin, c'est pas forcément vrai parce que Salesforce, ils ont fait une augmentation de leurs résultats, il me semble, cette année, parce qu'ils ont vendu plus de solutions IA. Et je crois que tu as même une IA qui est super forte, qui vend encore mieux que des experts en sales, tu vois. Donc, ouais, moi je pense, je suis assez oulala, d'accord toi, avec t'es critique, quoi. Horowitz. Toi, Ouais, t'es moi je suis critique assez d'accord là-dessus. avec Tu penses Horowitz que. pour la raison suivante, c'est qu'en fait, si tu veux, que ce soit un CRM, donc un Customer Relationship Management Software, ou que ce soit un ERP, donc un logiciel qui permet d'émettre des factures, de payer des Tu fournisseurs, penses que même les ERP, ils sont type SAP, ils peuvent Ouais. être. Alors SAP, c'est un peu différent parce que dans une SAP, il faut voir, ça coûte des blindes, c'est pour les très grandes entreprises. Mais et dans une très grande entreprise, tous les processus business, ils sont orientés là autour, donc c'est très difficile à changer. Maintenant, euh, toutes les entreprises qui ont pris Oracle, SAP, Salesforce ou des HubSpot, des choses de ce goût-là, en fait, elles ont adopté ces logiciels parce qu'il fallait des données structurées. Par exemple, dans un CRM, tu vas dire, ben voilà, tu me contactes, je vais rentrer Younes, voilà, monsieur, numéro de téléphone, email, et puis il y a pas si longtemps, en fait, on rentrait ces données à la main. D'ailleurs, les gens dans les teams de vente, ils avaient une espèce de com s'ils chopaient ton numéro de mobile ou des choses comme ça. Tu vois, donc en fait, on allait récolter de la donnée. Et ce que faisaient ces plateformes SaaS, c'est qu'en fait, elles mettent ces données de manière structurée. Elles conditionnent ces données de manière structurée. Alors nom, prénom, numéro de téléphone, etc., etc. Et puis en fait, ce que les LLM changent, il y a deux choses complètement différentes qui sont maintenant possibles. La première, c'est qu'en fait, un LLM, ça sait assez bien se débrouiller avec des données non structurées. Parce que toutes les personnes qui ont utilisé un CRM dans une entreprise, ils savent bien qu'il est jamais très à jour. Ça, c'est la réalité. On souhaiterait qu'il soit pile poil à jour, mais c'est juste pas le cas. Parce que de maintenir une donnée structurée comme ça, c'est un travail de tous les jours. Donc l'information elle est plus ou moins juste. Et avant ce saut en qualité qu'ont fait les IA et spécialement les LLM, tu étais obligé d'avoir des données structurées. Maintenant, c'est beaucoup moins nécessaire.
Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, avec les LLM, tu peux maintenant coder une application qui te correspond de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide et beaucoup moins coûteuse. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'un SaaS comme Salesforce, ça coûte très, très cher. Hein. Dans une entreprise d'une certaine taille, c'est très onéreux. D'accord, mais ce que tu es en train de me dire, on va dire presque du chinois. Toi, tu es un techie, est-ce que Alors, c'est ouvert, c'est à la portée de tout le monde de faire ça? Parce que ce que tu es en train de dire, c'est de remplacer un Salesforce ou un HubSpot ou un autre CRM que tu peux trouver en open source avec quelque chose de beaucoup plus puissant et qui coûterait beaucoup moins cher grâce au LLM. Enfin, ça, c'est la petite parenthèse dans la fin du smartphone, mais c'est assez intéressant pour en parler. ben, je pense que stratégiquement, il y a pas de problème dans les 6 mois ou les 3 ans qui viennent pour Salesforce. Parce qu'ils ont une telle base de clients, il y a une telle inertie, les clients vont pas forcément comprendre. Mais si on regarde les signaux faibles et puis l'enjeu stratégique, moi, je pense que le coût pour développer un software d'entreprise, il est en train de chuter dramatiquement. Puis la deuxième chose qui risque de faire beaucoup de mal à des plateformes comme Salesforce, c'est qu'en fait, une fois que tu avais installé Salesforce, tu as toutes tes données de manière structurée, donc tu peux plus t'en passer. Et les agents IA, ça permet de changer beaucoup plus facilement. Donc je pense qu'ils ont le modèle d'affaires du SaaS qui coûte très cher pour les entreprises, il a du souci à se faire. Ouais, moi je pense que l'avenir c'est les agents IA, c'est là qu'il y a il y a du jus. Ok, et c'est intéressant. Donc, ça nous fait revenir sur le sujet du smartphone où justement l'avancée technologique, que ça soit sur smartphone ou que ça soit autour de la montre ou sur des lunettes, c'est vraiment toute l'IA en fait. C'est que on s'en fiche un peu du device, si on peut dire, vraiment du moyen, mais ça va être comment l'intelligence artificielle va être intégrée dans ces objets en fait connectés. Ouais, mais je suis même pas sûr parce qu'en fait, si tu imagines qu'en fait les AirPods, les lunettes de Meta, le smartphone ou la montre digitale, c'est un ordinateur, il faut imaginer un MacBook Pro plus petit qui fait tout ce qu'on pourrait faire. Ben, suivant la modalité, suivant le contexte, en fait, il va utiliser d'autres ressources, il va les taper dans un service cloud. Du coup, moi je pense pas que, si tu veux, l'IA, parce qu'on peut avoir accès à une interface vocale avec l'ordinateur, ça peut permettre des avancées du point de vue du hardware. Mais ça prendra du temps parce que, je sais pas, essaye de poser une question par oral à ton Mac. Good luck with that. Hein, si ça marche pas toujours, des fois, ça dépend. C'est pas encore au niveau de fiabilité que requis. Imagine par exemple que tu dois envoyer un mail pour, je sais pas, tu veux louer des locaux pour Lime. Tac, puis tu veux envoyer le contrat pour confirmer que tu prends la location. Et puis, tu causes à ton Mac, puis bon, ben, il se gourre juste d'une lettre dans l'adresse, puis t'as pas envoyé ton… il y a des choses qui requièrent une grande fiabilité, où tu fais tes paiements à la banque. Il va falloir qu'on monte d'un ordre de grandeur en fiabilité pour pouvoir complètement remplacer le clavier. Donc, je pense pas qu'en fait, pour le hardware, l'IA, ce soit quelque chose de absolument fondamental. C'est fondamental pour le software. C'est-à-dire toute la couche des software enterprise, des SaaS, les différents logiciels, parce que, ça devient de moins en moins cher de programmer un software soi-même, et surtout pour les entreprises, parce qu'en fait, quand tu achètes un software pour une entreprise, tu embrasses une philosophie parce qu'en fait, ils ont développé des tas de trucs, mais c'est rare que tu aies besoin du 100% de ce qu'ils ont fait. Regarde même Excel. Qui utilise 100% des fonctionnalités d'Excel? Pas moi, en tout cas. Hein. Peu de gens. C'est ce que Christensen appelait un surplus de performance, en fait. Ouais. Mais, Personne n'a besoin. Mais on n'est pas loin de ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire, avec les agents IA, tu peux très bien commencer à lui parler et lui dire, bah voilà, maintenant, j'aimerais partir, je sais pas, à New York en vacances et puis réserve-moi l'hôtel et tout. Comme tu dis, dans le trading, ça se fait déjà avec les bots et tout. Donc, le device, on s'en fout en fait, à la limite, le device. C'est juste on s'en fiche. qu'il capture de l'information. Et après, qu'il fasse quelque chose. Ok. Ouais, c'est exactement ça. En fait, le device, il n'est pas clé dans cette affaire. La clé, c'est la performance des LLM. Et puis, je pense, pour revenir à ton exemple, en fait, du CRM, un truc comme HubSpot,
Si tu veux, quand tu as un CRM, tu as quand même toutes ces données à maintenir. C'est un monstre travail. D'accord? Et je pense que la notion de qu'est-ce qu'un software pour une entreprise, elle est en train de changer. C'est-à-dire que maintenant, ça va devenir conversationnel. Par exemple, si tu as tes comptes, tu reçois tes comptes à la fin de l'année, tu es là comme un merlan frit, tu ouvres les yeux tout grands, puis tu comprends pas trop, puis tu dois appeler ton comptable pour savoir en fait ce qui s'est passé, pour qu'il te donne un peu de contexte. Mais cette discussion, tu peux l'avoir avec un LLM. Ouais. Ou tu peux ne même pas avoir la discussion. Imagine maintenant ta Cereban slash Meta et Mhm. que justement tu es en train de parler avec un client, un potentiel, machin et tout. Après, bon, voilà, je vais soulever un truc, je vais me faire crier dessus par rapport à l'aspect éthique, mais ça te fait une reconnaissance faciale. Donc, tu sais déjà qui c'est, machin et tout, puis ça te crée ton entrée dans ton CRM, et puis au final, ça se fait intuitivement. C'est que tu n'as plus besoin Ouais. de faire ce travail. C'est ça l'avenir, je pense, où il est. C'est pas Oui, de. C'est vraiment et surtout, tu n'auras plus besoin de CRM. Ouais, enfin, ça ira dans une base de données où je sais, enfin, il faudrait quand même que ça En parte fait, dans l'endroit où il y a des emails qui partent, où il y a des trucs comme ça. Mais c'est un peu comme on en parlait il y a quelques semaines en arrière, c'est un peu ton Jarvis ou mhm. entre guillemets, ta secrétaire virtuelle qui te fait tout sans que tu aies besoin de lui demander, en fait. Et le device, c'est juste un élément pour capter de la donnée. Ouais. Ouais, mais t'imagines comme c'est cool si on avait des lunettes, tu rencontres quelqu'un, bam, c'est comme dans Terminator, tu sais, quand il voit quelqu'un, ça Mais lui ça donne se plein fait, ça. d'infos. Il Ouais. y a- on avait vu une vidéo et tout, comme quoi il y avait quelqu'un je crois que c'était à Amsterdam ou je sais plus où, qui discutait avec les gens. Enfin, il arrêtait des passants dans la rue et puis il avait mis justement des lunettes intelligentes et puis ça faisait une reconnaissance faciale et puis après il l'appelait par son nom. Ah oui, est-ce que tu es bien, je sais pas comment ça s'appelle, Eric, machin. Et le gars, Hein. il était surpris et tout. Puis il parlait justement de cet aspect, on peut en venir, hein, cet aspect tout régulation éthique. Alors, bon, je pense qu'on peut simplement Attention, fais rien faire. attention à ce que tu vas dire. Non, je pense qu'on peut rien faire, en fait. Si tu veux, C'est les là. bonnes vieilles règles, elles continuent de s'appliquer. C'est-à-dire qu'il y a pour collecter les informations, il faut avoir une raison, etc., etc. Il faut pas se comporter comme quelqu'un de malveillant. Mais cette technologie, si d'aventure elle se répand, ben, c'est comme ça, hein. Pour le dire autrement, on parlait du smartphone. En fait, c'est un device d'espionnage dont aucun service secret n'aurait jamais osé rêver. Et tu peux écouter des conversations, filmer les Mm. choses, avoir accès à toutes les informations et toutes les communications privées de quelqu'un. Ouais, Tout le monde en a un. En fait, le smartphone, c'est la pierre angulaire de la plus grande faiblesse dans la privacy qu'on puisse imaginer. Même la Stasi, je pense, rêvait pas d'un truc pareil. Et pourtant, tout le monde l'a pris. Alors, moi, j'ai beaucoup de respect. Si quelqu'un me dit, ben voilà, moi, je n'ai pas de smartphone, j'envoie des courriers papier par porteur à cheval, ben ouais, ok, alors il est là. Euh, Tu vois 1,1 milliard de smartphones. Les gens, ils ont voté avec leurs pieds, en fait. non, non, c'est sûr. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais après, tu as toujours un peu les défenseurs. Après, c'est vrai qu'en termes d'éthique, tu peux challenger le fait. C'est un peu la CCTV. Enfin, j'imagine que tout le monde puisse scanner le visage de la personne et puis faire cette reconnaissance et savoir qui c'est. C'est un peu flippant, tu te dis, en matière de Est-ce sécurité. que non, parce que si tu veux, c'est flippant pour nous parce qu'on n'est pas né là-dedans, mais en fait, si tu parlais à quelqu'un qui est né je sais pas, en 1910, puis tu lui dis, ben, ou je sais pas, à quelqu'un qui était en Exxon Donest, et puis il y a la police, il y a le politburo qui essaye d'espionner tout le monde, puis tu lui dis, ben, dans 50 ans, en fait, tu auras un ordinateur dans ta poche qui permettra à tous les gouvernements d'écouter ce que tu fais, de lire toutes tes conversations et de savoir ce à quoi tu penses avant que tu le penses. Il aurait dit, mais jamais de la vie, not on my dead body. Et pourtant, le monde l'a adopté. Pourquoi? C'est parce que c'est devenu beaucoup moins intéressant, en fait, d'avoir accès aux conversations privées de quelqu'un. À partir du moment où tout le monde peut y avoir accès, il n'y a plus d'intérêt. Et ce Hmm. qu'il faut pas oublier non plus, c'est que d'avoir un téléphone dans la poche, ça a des avantages. C'est un C'est ça. pharmacone. Il y a un bon et un mauvais côté. C'est Le, ça le le truc, mauvais c'est que côté, c'est que tu peux être espionné, mais le bon côté, c'est que tu as accès à Wikipédia, tu as accès à ChatGPT, tu as accès
à TikTok, tu as accès à tes mails, tu as accès, tu peux communiquer avec tes Accès à enfants, YouTube, tu as accès à, c'est tout. clair. Tu peux Voilà, t'éduquer, tu peux faire voilà, tes paiements. pourquoi les gens prennent des smartphones? C'est parce qu'en fait, c'est quand même fichtrement pratique. On parle souvent des problèmes d'addiction aux écrans. Mais les gens, ils ne deviennent pas addicts aux écrans uniquement parce qu'ils sont teubés. C'est parce que ça rend service, ça permet de regarder un film sur Netflix, ça permet bah oui, de faire ses paiements à la banque, etc., etc. C'est un device merveilleux. Ouais. Et justement, tu vois, pour parler de cet aspect, tu vois, on a parlé de Meta qui va le faire, qui est en train de le faire avec Ray-Ban. Tu as Mhm. Apple Vision Pro, tu as Google Glass qui l'ont fait dans le passé. Donc, évidemment, s'ils veulent le refaire, ils ont peut-être encore plus d'avance que Meta, plus de données et tout. Mais moi, il y a un concurrent que j'aimerais plugger justement dans notre discussion, c'est Neuralink. Parce que Ouais. on va pas dire que c'est un wearables et tout, mais c'est quelque chose qui, tu vois, un peu dans cette transition et le fait d'avoir ces wearables et tout. Mais là, c'est justement directement une puce qui va dans ta tête pour régler Mhm. certains problèmes, etc. Donc, on peut les mettre, on peut les rajouter à la discussion. Oui, mais si tu veux, c'est exactement la même chose qu'un, si tu veux, un Mac, en fait, tu le mets sur ta table. Quand on a marre, tu le fermes et tu l'enlèves. S'il tombe en panne, il n'y a pas de problème. Un téléphone, un smartphone, c'est la même Est-ce que peut-être chose. tu peux repréciser Neuralink, hein, peut-être? Ouais, alors peut-être pour expliquer, donc Neuralink, c'est une société qui a été fondée par Elon Musk en fait, qui cause directement à ton système nerveux. Donc là, c'est un truc au-dessus encore. On est vraiment dans Ouais, le. t'as les écouteurs, les lunettes, le Mac, l'iPhone. Ben, l'étape d'après, c'est qu'on te le greffe dans le cou ou même au fond du cerveau. Mais Pourquoi? ça se Quelle fait est déjà. l'idée? Ouais, mais pas encore tout à fait. En fait, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'en fait, ils aident des gens qui ont des gens qui sont malades, ou qui ont eu un accident, qui ont du mal à interagir avec le monde, et puis ils leur mettent une puce pour les aider à faire autrement. Donc, je pense que c'est une piste de recherche qui a du sens pour les gens qui souffrent ou qui sont privés de choses. Ça peut être très intéressant. La théorie de Musk, et je pense que c'est ça qu'il a réellement dans la tête, c'est que, en fait, si tu as un smartphone, prenons le smartphone, tu as un écran, et puis quand tu veux lui parler, alors, pour recevoir des données, tu as un écran, donc tu peux lire du texte, tu peux voir une vidéo, ça c'est l'information qui vient vers toi. Puis quand tu veux lui donner des infos, donner des inputs, tu peux écrire avec tes petits doigts, tu peux lui parler, mais tu peux pas faire grand-chose d'autre. Donc en fait, si tu regardes la vitesse à laquelle tu peux recevoir un flux d'informations ou donner un flux d'informations à l'ordinateur, ça veut dire que c'est l'interface entre toi et l'ordinateur. En fait, tu as une bande passante qui est assez limitée parce que même si on tape à 10 doigts, moi je tape à 10 doigts, j'ai eu un cours de dactylo quand j'étais tout jeune, c'est un des trucs les plus utiles qu'on m'a appris en fait, parce que ça augmente mon input vers un ordinateur. Je peux taper plus vite, donc c'est super utile. Mais maintenant, si l'IA se développe et qu'elle devient hyper maligne, nous, on va être limité par la vitesse de transfert d'informations entre nous, humains, avec des doigts, et un ordinateur qui pense à la vitesse de la lumière, pratiquement. Donc, en fait, l'idée de Neuralink, c'est d'augmenter la bandwidth, donc la bande passante entre l'humain et l'ordinateur dans les deux sens. Ça veut dire que tu peux recevoir dans Matrix, par exemple, quand Neo il doit apprendre le kung-fu, ils lui mettent une prise dans le cou et puis il se réveille puis il dit I know Kung Fu. Et en fait, bon, c'est hyper cool. C'est un nouveau monde. Mais ce que ça veut simplement dire, c'est qu'en fait, la bande passante entre l'ordinateur et notre système cognitif, elle est augmentée monstrueusement. Donc, on pourrait apprendre tout le Kung Fu comme ça en 3 secondes et demie. Il y a aussi Trinity, à un moment, elle doit apprendre à piloter un hélicoptère. Il lui download un programme de pilotage d'hélicoptère, tout. Elle cligne des yeux 2 minutes et puis après, elle y est. Donc voilà, c'est ça qu'il essaye de faire. Là, je pense que ça prendra beaucoup plus de temps parce qu'à partir du moment où on greffe un truc sur ton système nerveux, good luck. Il faut, je veux dire, pouf, j'y crois. Enfin, ce sera pour dans longtemps. Ok, donc tu vois pas une menace directe pour Meta et Apple et que ça serait plus, enfin pour le moment c'est surtout à but médical, hein. On voit Ouais, qu'ils ont fait ça pour c'est des à but médical, mais paraplégiques, l'histoire qu'il etc. raconte,
tu Ouais, vois. derrière lui, de toute façon, il a ces trucs, je sais pas comment on appelle ça, mais le transhumanisme, hein, quelque chose comme ça, Ouais, et d'avoir c'est ça. des individus super powerful et tout. Et Mhm. moi, ça me fait penser quand j'étais plus jeune et on devait se taper la grammaire et puis le vocabulaire allemand et tout. Je me disais, ah punaise, si on pouvait pas me mettre une disquette, tu sais, à l'époque, c'était les disquettes 3,5, une disquette 3,5 dans le dos et tout, puis tu connais le vocabulaire par cœur. Et en fait, tu es en train de te dire que potentiellement, enfin, que ça soit avec les Apple Vision, enfin, les écouteurs ou Neuralink, on est en train de donner cette capacité à devenir un super humain si tu utilises bien les outils. Et c'est pour ça Oui. que nous, on fait justement ce podcast, c'est pour démocratiser ces connaissances et Mhm. ces outils, pour pas se laisser, enfin, se laisser être sur le carreau, quoi. Parce que la personne qui utilise pas ces outils, qui fait pas l'effort de les prendre en main, et qui va être en concurrence avec quelqu'un qui le fait, eh ben, c'est impossible de rester sur le marché de l'emploi ou dans la vie de tous les jours. Oui, et puis, il faut aussi voir qu'en fait, quand la technologie, elle évolue, en fait, les gens qui ont un intérêt à te vendre un truc, ils racontent l'histoire qui les arrange eux. Ouais, Donc, en fait, ils en parlent comme si c'était la prochaine grande révolution, mais il faut raison garder. C'est pas le cas. Il y a quand même des intangibles. Je garantis à tous les auditeurs que c'est pas demain la veille que, enfin, vous laissez pas mettre une puce dans la nuque pour causer avec un ordinateur parce que en cas de bug, tu fais quoi? le dépannage est délicat, on peut dire. Peut-être que dans 50 ans, ça marchera très bien, puis que ce serait hyper cool. Fine, c'est OK, nous verrons. Mais je veux dire, non, on va déjà mettre des ordinateurs sur les sens qu'on a, la vue, l'ouïe, on input avec des doigts, on fait des vidéos, ça va, à mon avis, pas changer. Donc, je pense que Apple est tranquille. Et d'ailleurs, quand Musk disait qu'il pourrait faire un téléphone, la partie difficile de faire un smartphone, en fait, c'est de faire le logiciel. Et ce qu'il disait, c'est qu'il pourrait tout à fait le faire. Parce qu'en fait, une Tesla, en fait, c'est un operating system. Et puis, qui pourrait mettre ça dans un smartphone. Euh, et voilà. C'est simplement, pourquoi il n'a pas envie de le faire? C'est parce que c'est pas très excitant pour lui, parce qu'il y a peu d'innovation. Encore une fois, on l'avait évoqué, mais je pense qu'avec Starlink, donc cette communication partout, il pourrait combiner un opérateur téléphonique et un smartphone. Ça, c'est quelque chose que Apple n'a pas. Ça, il y a pas mal de gens qui en parlent, justement. Je crois qu'ils essaient en train de pousser pour avoir Mhm. Tesla développer des smartphones. Mais ils disaient justement comme quoi, tant que Apple et Samsung, enfin, ils respectent les règles du jeu, tout ce qui est compétitivité, ils le feraient pas. Ouais, oui, peut-être. Ok. Peut-être aussi que c'est un espèce de message pour encourager Apple, Samsung et les autres à faire un deal avec Starlink, à mettre Et la puis bonne d'avoir puce. Internet, ouais, de shooter les opérateurs. Si t'es pas obligé de te faire un smartphone, en fait, ils les menacent en leur disant si vous faites pas un deal avec moi pour avoir de la connectivité de partout, parce que monter Je un le ferais. système de satellites avec des centaines de satellites, c'est C'est clair. pas, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, hein. Mais justement, en fait, tu vois que en parlant d'Elon Musk, comme il a fait son truc, il est vraiment en avance par rapport aux autres. Mais je sais pas. En tout cas, moi, je me dis par rapport au smartphone, je me dis que c'est quelque chose de super utile. Comme tu disais, si tu le perds, tu vas aller en racheter un, même si tu ne dois pas bouffer jusqu'à la fin du mois. 100%. La tech, elle est en train de stagner. Et c'est vrai que à part te rajouter une deuxième ou troisième caméra, plus de pixels, il n'y a pas forcément grand-chose qui se passe. Donc, il peut y avoir une opportunité pour quelqu'un qui viendrait disrupter ça. Mais comment celui qui peut le prédire, il est très, très, très fort. Ouais, alors moi, je pense que la seule disruption possible, ce serait une espèce de lien avec Starlink, comme ça, où que tu sois, tu as de la connectivité, mais l'approche business raisonnable, c'est en fait d'encourager Apple, Samsung et les autres à faire un lien avec Starlink, puis du coup, tu t'enquiquines pas à faire un smartphone avec tous les ennuis que ça représente. Je dirais, il a mieux à faire que ça. Et puis, il leur dit simplement, les mecs, maintenant, il faut faire un deal, hein, parce que sinon, moi, je vais m'y mettre. Mais je pense que le smartphone, il y aura plus énormément en fait d'amélioration. Ils vont devenir plus résistants à l'eau, plus résistants à ceci, des écrans encore un peu meilleurs, voilà. Mais la grande révolution du smartphone, ça a été l'iPhone parce que c'était un écran avec un touchpad. C'est ça le grand truc qui a tout changé. Avant, il y avait le BlackBerry.
Donc, c'est les mecs de Wall Street, ils avaient une espèce de petit clavier. Et puis, tout d'un coup, Steve Jobs s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas nécessaire. Et puis, c'est ça qui a fait la grande histoire. En fait, les fondamentaux, ça n'a pas beaucoup changé depuis le début de l'iPhone. Ouais, la caméra est mieux, l'écran est plus grand, il est plus joli, tout ce qu'on veut, mais ça a pas, et fondamentalement, ça n'a pas changé. Et moi, je pense que ça va être assez stable. Ce qui va beaucoup changer, à mon avis, c'est les écouteurs. Parce que là-dedans, tu peux glisser un ordinateur, faire des prothèses auditives, tu peux traduire des langues en direct. Parce que moi, j'étais au Japon en avril, je parle pas un mot de japonais. Crois-moi que quand un japonais s'adresse en japonais dans le texte à toi, t'es perdu, hein. Tu sais pas quoi dire, alors tu souris. Et je pense que des AirPods qui traduisent toutes les langues, dans toutes les langues en temps réel, ça c'est quand même assez cool. Je pense encore une fois qu'une montre digitale que tu portes à ton poignet qui t'aide à préserver ta santé, c'est assez cool. Ça peut être une grosse motivation d'achat. Donc voilà, les innovations, elles seront plus sur les autres parties du corps que dans la poche. La poche, à mon avis, c'est plié. Et là, j'étais sur le site de Meta là, pendant qu'on discute et Mhm. puis je regarde un peu leur Ray-Ban, tout ça. Et je me dis que ça serait aussi peut-être sur un autre vertical. Donc là, on parle de mass market, c'est nous dans la vie de tous les jours. Mais imaginons que tu aies des lunettes connectées et dans le sport, tu vois. Typiquement, je sais pas, dans le football américain ou le foot, où tu peux commencer à avoir tu vois, avoir des données en direct ou des trajectoires de passe ou des choses, tu vois. Ouais. Et c'est peut-être un vertical justement où on va apporter cette technologie et qu'on peut se dire que voilà, dans la vie de tous les jours, on a atteint cette limite, mais pour peut-être les pilotes de F-35 ou d'autres, ils ont déjà suffisamment de choses. Mais on pourrait se dire que voilà, peut-être pour des chirurgiens, pour des gens qui ont vraiment besoin de data en direct et peut-être de conseils, c'est là qu'il y a quelque chose de breakthrough qui pourrait se faire en fait. Alors oui, et ça se fait déjà en partie, mais ça, ce sont des verticaux, ce sont des applications professionnelles. En fait, c'est pas un marché de volume. Ce qu'il y a de bien avec le Ouais. smartphone, c'est qu'en fait, à part pour les gens qui n'ont pas de bras, ça fonctionne super. Et le problème des applications type chirurgien, type employé d'une centrale nucléaire, c'est que ça fait pas beaucoup de gens. Et ça, ce sont des applications verticales. Les Ray-Ban pour la centrale nucléaire, pour monter les bons trucs, si elle coûte 3 000 $, ça va très bien, tout le monde est content, parce qu'en fait, c'est un marché qui est minuscule. Ce qui va intéresser une société comme Meta, c'est un produit qu'ils peuvent vendre potentiellement à tout le monde. Et je pense que le principal obstacle pour les lunettes, ce sont les lunettes. Encore une fois, toi et moi, on en porte. Moi, si demain, Meta fait des lunettes qui sont cool, Mm. j'en prends, c'est cool, j'ai de toute façon des lunettes. Donc, c'est pas, ça me change rien. Mais je sais pas quelle est la proportion des porteurs de lunettes dans le monde, mais c'est certainement pas 100%. C'est peut-être quoi, 30%? Ça veut dire que Mm. tu te prives, mettons, imaginons que 30% des gens dans le monde portent des lunettes, ça veut dire que tu peux, si vraiment tu fais un carton, vendre un ordinateur de nez qu'au tiers de l'humanité. Puis une société comme Meta, elle raisonne comme ça en fait. Donc Ouais. c'est aussi pour ça que je pense qu'ils ont fait le deal avec Ray-Ban, c'est parce qu'en fait, les Ray-Ban sont des lunettes de soleil, ce sont les seules lunettes que tu portes si tu n'as pas de problème de vue, Mm. tu vois. Que Donc, leur but, c'est de mettre un accessoire de mode sur la tête de tout le monde. Mais moi, j'ai un doute sur le fait que les gens se mettent à porter des lunettes H24 s'ils n'ont pas de problème de vue. Moi, je mets des lunettes parce que sinon, vraiment, je suis très handicapé. non, mais justement, donc toi, tu verrais quoi justement si sur partie du corps qui pourrait squatter? Enfin, on parlait souvent du poignet, maintenant, tu parles des oreilles, tu as la vue avec les yeux. Mhm. Et sachant que le taux d'adoption, il est vraiment quand tu l'as dans la main, quoi. Vraiment, avec le smartphone, c'est là que ça fait la diff. Mhm. Donc, est-ce qu'ils vont Le, ils vont poursuivre, mais sans réel succès pour le moment? Bah, c'est-à-dire, pour moi, alors, le smartphone, ça va rester la plateforme de choix parce qu'elle répond en fait à tous les besoins. Si tu ne devais avoir qu'un seul appareil, ce serait celui-là. Tu peux Ouais. quand même téléphoner en le mettant sur ton oreille, tu peux quand même regarder un Netflix dans le train, tu peux quand même prendre une photo, etc. Ça répond à tous les cas d'usage. Pas forcément de manière complètement parfaite, mais voilà. Je pense que la plateforme suivante, ça va être les oreilles parce que les LLM, ça permet de faire cette espèce
de traducteur toute langue en temps réel. Et ça, c'est une dinguerie de dingue. Je veux dire, je connais, enfin, mais le marché, c'est les gens qui doivent s'adresser à des gens dans une autre langue. C'est déjà beaucoup plus petit que le smartphone, mais je pense que ça, c'est utile. Et en plus, ça te permet, en fait, d'interagir avec ton smartphone de manière un petit peu plus privée, discrète et agréable. Le troisième sera, à mon avis, le poignet, parce qu'en fait, c'est un bon endroit pour mettre un device. C'est simplement délicat de le différencier, et puis d'amener une vraie plus-value. L'Apple Watch, bon, bah, t'as tes notifications, comme si on manquait de notifications. C'est Tu vrai. vois, c'est bon, ben voilà. Et C'est je pas crois ouf. que c'est pas ouf, ouf. Et pour moi, le poignet, ça va vraiment être un device que tu gardes avec toi, même quand tu dors, ce qui fait qu'en fait, tu peux accumuler des données par rapport à ta santé qui peuvent être intéressantes. Il faut simplement avoir un écosystème. Il faut recueillir les bonnes données, il faut avoir les bons capteurs, il faut avoir les plateformes software qui font un usage raisonnable de ça, il faut que le système de santé s'en saisisse. C'est déjà le cas en Chine, hein. Mais je pense que c'est plutôt Amazon, en fait, qui va faire un truc comme ça avec leur abonnement à 99 $ pour la santé digitale. Euh, T'as les et bagues puis, aussi. Dans les pardon? wearables, t'as les bagues. Moi, je connais plusieurs personnes qui portent des bagues justement qui mesurent enfin, tes battements, ton rythme cardiaque, etc. Enfin, le même Ouais, job que la montre pour l'aspect santé, mais sur un de tes doigts. je suis d'accord, mais c'est grosso modo, en fait, c'est la même chose que le poignet. En fait, tu Mm. attaches un device à ton corps. C'est simplement Ouais. que, bon, tu l'as une fois sur ton doigt, puis tu l'as une fois sur ton poignet. Bon, ça ne change pas grand-chose. Si tu le mets sur le poignet, tu peux avoir un petit écran, puis tu peux interagir visuellement avec lui. Sur une bague, c'est quand même chaud de mettre un écran. C'est que de Euh, la captation de données, en fait. Exactement. Donc en fait, ça c'est une possibilité. Tu as tout à fait raison, mais c'est pas fondamentalement différent le poignet ou les doigts. C'est un peu kiff bourricot. Je pense que les lunettes, les yeux, donc ça c'est intéressant parce qu'en fait tu peux projeter une image, d'accord. Euh, Ça peut regarder ce que toi tu vois, ce qui est quand même une nouveauté par rapport au smartphone parce que le smartphone il est dans ta poche, donc il est un tout petit peu plus aveugle. Tandis que des lunettes, en fait, elles vont toujours en gros, en premier ordre, elles vont regarder là où toi tu regardes. Donc, si tu imagines maintenant qu'il y a un LLM qui capture toute la vidéo, en fait, donc tout ce que toi tu vois comme humain toute la journée, c'est une espèce de mémoire comme ça de ce à quoi tu as été confronté. Ça peut Mm. être très, très utile, ça peut rendre des tas de services. Je pense que c'est une plateforme qui est intéressante. Le défi, c'est de convaincre les gens de mettre des lunettes, ceux qui n'en ont pas. D'où le choix de Ray-Ban, parce que Ray-Ban, qui met des Ray-Ban? Tu fais ça quand tu vas à la plage parce que tu as l'air cool et t'es Ouais. pas myope ou presbyte ou astigmate, mais disons, t'as pas de problème de vue et pourtant tu mets des lunettes. Donc, ils sont super malins, Meta. Mais c'est quand même plus chaud que de vendre un smartphone. Euh, mais moi, je pense que le smartphone, ça reste la plateforme de choix. C'est juste qu'elle est plus hot sexy, si tu veux. Tu Ouais, vois, ça marche. Pascal, je te remercie. c'est moi. Je te souhaite une excellente semaine et puis je te dis à très bientôt. Ciao, À très ciao. vite, Inès. Ciao.